Bonjour à tous, voici notre sommaire. Alors elle porte différentes appellations et souvent réductrices. Adolescence tardive, crise de la quarantaine. Une chose est sûre, à l'âge où nous pensons que notre vie est bien installée, la peur de passer à côté de sa vie nous prend. Question existentielle, légitime, superflue, en tout cas sans aucun jugement, nous vous proposons de passer cette phase avec plus de sérénité. Ensuite, si le sommeil de vos enfants est compliqué, on tentera de vous apporter des solutions. Autre rendez-vous ce matin, on a testé pour vous la rigologie. Et s'il suffisait de rire pour être au top, eh bien aujourd'hui, c'est une science. Et en parlant de science et de médecine cette fois-ci, les fibromes utérins, on opère au non-docteur. On posera la question dans un petit moment. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur Médien TV dans On se dit tout et on démarre dans quelques instants. À tout de suite. Merci à tous d'être avec nous, d'avoir choisi Médien TV pour vous accompagner. Merci à toutes les personnes présentes avec moi ce matin. Sabrine Gdira, bonjour. Bonjour Yassine. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes spécialiste de la petite enfance. Et ces histoires de sommeil compliquées pour les tout petits, eh bien, apparemment, vous avez les clés à donner aux téléspectateurs, aux parents concernés. Fatem Zahra Al-Fethi, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes coach. Et avec vous, cette histoire de crise de milieu de vie, crise de la quarantaine, mythe ou réalité, et surtout comment passer cette phase avec le plus de sérénité possible. On va en parler avec vous ce matin également. À vos côtés, docteur Youssouf Benjeloun. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes gynécologue. Et cette question, les fibromes utérins, on opère ou pas? Eh bien, vous allez nous dire ce qu'il faut faire dans un petit moment. La rigologie ou la thérapie par le rire, ça aussi, c'est un sujet que nous allons proposer à nos téléspectateurs ce matin à travers le rendez-vous avec Nabil. On a testé pour vous. Merci pour votre confiance. Merci à vous d'être avec nous. Et on y va sans plus tarder. Fatem Zahra Al-Fethi, on vous retrouve tout de suite pour notre rubrique bien-être et développement personnel. Fatem Zahra Al-Fethi, nous sommes avec vous. Vous êtes coach. Avec vous, cette question de crise de milieu de vie, crise de la quarantaine, adolescence tardive, chacun l'appelle comme il veut et souvent elle est... La cinquantaine, des fois. Crise de la cinquantaine, absolument. C'est vrai qu'aujourd'hui, la cinquantaine, c'est l'ancienne quarantaine, en quelque sorte, dans la tête des gens. Bref, cette crise de milieu de vie, comment la vivre avec plus de sérénité? Parce que quand elle vient, elle secoue un petit peu la personne et son entourage et fait faire parfois des choses qui sont un petit peu peut-être dangereuse pour l'équilibre. D'abord, on va essayer d'expliquer, de présenter ça avec une psychologue. On regarde et on revient en studio avec vous. À tout de suite. La crise de milieu de vie, c'est la crise généralement qu'on appelle la quarantaine. C'est une crise où le sujet se remet en question. C'est une crise existentielle, pas forcément pathologique. La personne se pose la question du sens de sa vie et est-ce qu'elle est en adéquation profondément avec elle-même et avec ses désirs ou pas. C'est la vieillesse qui pointe le bout de son nez, la peur de la mort, et la peur de perdre sa jeunesse. Et la réaction, c'est d'avoir des attitudes de jeunes. Vous avez des gens de 40, 50 ans qui vont s'habiller, alors qu'ils n'ont pas l'habitude, quoi, de manière très très jeune. La particularité que moi j'ai observée pour la femme, par la ménopause notamment, cette perte, c'est la perte de quelque chose, c'est la perte de pouvoir donner la vie. Et surtout pour les femmes qui sont très identifiées à leur rôle de mère. C'est-à-dire c'est comme si à un moment donné, on leur enlevait tout ce à quoi elles sont identifiées toute leur vie. Pour l'homme, c'est un peu différent. L'homme se pose plutôt les questions en ces termes-là, quoi. Est-ce que je vais assurer? Est-ce que je plais encore? Ou est-ce que je suis vieux? Ça peut durer 4 mois, ça peut durer plusieurs années. Moi, je dis que ça dépend de là où en est la personne, de la profondeur du questionnement. Là où il a été interpellé au plus profond de lui-même par cette crise-là. C'est une bonne chose de passer par une crise. Ça peut être un moment révélateur de soi-même. Et c'est sortir de cette zone de confort, quoi. Ça demande du courage, mais en même temps, de ne pas le faire, c'est encore plus mortifère, c'est encore plus difficile. Parce que cette zone de confort, finalement, on finit par étouffer dedans. Donc c'est la traversée, en élaborant, en vivant tout simplement, en se donnant la possibilité d'expérimenter son propre désir, en s'écoutant. Alors Fatem Zahra, on a presque envie de l'aimer, cette crise de la quarantaine, cette crise de milieu de vie telle qu'elle est racontée. C'est exactement ça. En fait, c'est quelque chose, c'est une crise qui débarque comme ça, sans être invitée. Quelque part entre 35 ans, 40, 50 ans, 55 ans.
Et donc, elle se traduit par un mal-être. Un mal-être qui peut, comme on vient de le voir, soit partir rapidement, soit durer dans le temps. C'est en fonction de chaque personne et comment elle va se comporter avec cette crise. Et en fait, on ne réalise pas qu'on est en train de faire une crise de milieu de vie. Non, du tout. On ne le réalise pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne? Ça se prolonge, ce mal-être se prolonge, il dure longtemps, mais en même temps, c'est sur des choses, et il l'a dit, et c'est ça un petit peu aussi qui vient perturber, c'est que c'est souvent autour des histoires de physique, de changement de corps, de changement d'attitude, la personne s'habille différemment, elle va vers des choses beaucoup plus jeunes, entre guillemets. C'est ça, c'est une crise, comme la crise d'adolescence d'ailleurs. Donc, ce qu'il y a, c'est que l'homme se comporte différemment de la femme avec cette crise. L'homme, il a tendance à vouloir rester jeune ou bien redevenir jeune parce qu'il a l'impression qu'il n'a pas profité suffisamment de sa vie. La femme, non? La femme, elle est comme... Cette crise coïncide essentiellement avec la ménopause. La préménopause, la ménopause. Voilà. Oui, certes, elle a envie de séduire toujours, mais elle est préoccupée beaucoup plus par la ménopause, par les conséquences, ses conséquences biologiques, psychologiques. Et donc, elle se dit c'est la phase d'une phase. C'est la fin d'une phase, pardon. Absolument. Et comme elle associe le fait de ne plus pouvoir ou bien être incapable de féconder au vieillissement, donc elle se dit bon, ça y est, c'est fini, j'ai plus le temps de faire quoi que ce soit. Ma mission, elle est finie, elle est terminée. Pour l'homme, c'est autre chose. L'homme, comme j'ai dit, il y a son mode, par exemple, vestimentaire qui peut changer. Il peut vouloir s'habiller différemment, comme les jeunes. Il peut entrer carrément dans une relation extra-conjugale. Carrément. Ça peut renvoyer vers des choses pareilles. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc, mais alors, justement, on va dire c'est le mauvais côté de la crise de milieu de vie. Parce que souvent, quand on en parle, c'est ça. Il ou elle s'habille, la personne a complètement changé de style, elle ou il sont entrés dans une relation extra-conjugale, infidélité, etc. Comme si c'était en rapport uniquement qu'avec le physique, la séduction. Mais la crise de milieu de vie, c'est aussi une période de remise en question. Tout à fait. Justement, est-ce que parce que nous ne sommes pas préparés à l'arrivée de cette crise, on passe à côté de l'essentiel, à côté de la réflexion, à côté de l'introspection qui peut faire avancer, et l'être humain, l'individu, va plutôt vers le futile, le superflu, voire le dangereux. C'est ça. Alors, ce qui se passe, généralement, c'est comme ça. Donc, on a fait passer les enfants, notre couple, notre travail avant tout. Et donc, à un certain moment en milieu de vie, à un certain moment de la vie, on prend conscience que, bon, il est temps de se recentrer sur soi, de prendre soin de soi, de s'occuper de soi. Et là, il y a ces questions, bon, avec des réponses négatives. Non, c'est trop tard. Non, au moment où il fallait que je m'occupe de moi, j'étais en train de combler d'autres besoins. Maintenant, c'est trop tard, c'est fini, la fin approche. Du coup, on rentre dans ce mal-être. C'est à cause de ces réponses à nos questions. C'est ça, c'est ça. Mais justement, pourquoi souvent on identifie ou on relie la crise de milieu de vie à infidélité, à un look, un style beaucoup plus jeune, voire un petit peu décalé par rapport à la réalité de la personne? Pourquoi on parle de ça et on ne parle pas de la crise de milieu de vie comme étant une phase à passer, de questionnement, d'interrogation, mais sereinement, sans débordement? Alors, si la première phase de la vie, la première étape, c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence et une partie de l'âge adulte mûr, se passe ou bien s'est passé normalement, sans séquelles, sans déception, sans trouble, c'est sûr que la deuxième partie va se passer sereinement. Parce que dès que j'aurai cette prise de conscience, je ferai le bilan de tout ce que j'ai fait pendant ces années passées, je vais remarquer, je vais constater que ce que j'ai, en comparant justement mes désirs, mes besoins, mes attentes avec ce que j'ai accompli, je vais avoir un résultat positif et satisfaisant. Là, je peux effectivement vivre cette phase de la vie sereinement. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que si mon bilan m'annonce qu'il y a eu des failles quelque part,
que j'ai pas fait ce que je voulais réellement parce que j'étais occupée, encore une fois, à faire autre chose. On m'a imposé autre chose ou... Tout à fait. Donc, mon bilan est négatif, je suis sûre de... Plonger. Absolument. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc ça peut être un bilan, entre guillemets, négatif pour beaucoup de personnes. Est-ce que toutes ces personnes vont plonger? Ça dépend encore des personnes, ça dépend, c'est en fonction de chacun. Comment il va vivre, il va accueillir cette étape de la vie. C'est-à-dire s'il prend conscience déjà que c'est transitoire, c'est juste passager, qu'il faut justement cesser de voir le passé, les souvenirs du passé, au contraire vivre le présent et se projeter dans le futur, il peut s'en sortir. Ok. Ben justement, je pense que c'est l'information à retenir. Oui, c'est ça, c'est que c'est transitoire. Exactement. Prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre si on le vit et que ça peut au contraire être bénéfique. Tout à fait. Un bon moment, en fait, un bon redémarrage. Absolument. Et aussi penser, parce que généralement, on voit beaucoup de couples durant cette phase qui partent, qui éclatent, quoi. C'est ça, absolument. Alors, penser à rééquilibrer sa vie amoureuse. Et se dire, attention, est-ce que je ne suis pas en train de passer par... Tout à fait. Et puis, voir les choses autrement. Au contraire, je vais me dire, bon, j'ai fait des choses, j'ai réalisé des projets que j'ai réussi. Ben, c'est l'occasion pour moi de passer le flambeau. C'est ça. Donc, j'aimerais bien voir mes enfants peut-être aller au-delà de ce que j'ai fait. Et tempérer aussi, parce que quand on est la tête sous l'eau, la tête dans la crise, quand, par exemple, dans le cas des couples... On voit du noir. Absolument, et on se dit, ce n'est plus pour moi. C'est ça. Ça fait, je veux tourner la page, ce n'est plus du tout fait pour moi. Avant de prendre la décision de ce n'est plus fait pour moi, prendre le temps de vraiment réfléchir. Oui, tout à fait. Beaucoup réfléchir. Poser des questions, se poser des questions et y répondre autrement. C'est-à-dire, au lieu de me dire que ça y est, c'est fini, c'est parti, me dire peut-être, qu'est-ce que je peux transmettre, quelle empreinte j'aimerais laisser sur Terre. Qu'est-ce que je peux encore faire du temps qui me reste? Pourquoi voir les choses négativement? Au contraire, restez positif. Alors, Fatem, nous avons des questions de téléspectateurs pour vous. On y va? Oui. Alors, Rally, 43 ans, qu'est-ce qu'il nous dit? Le temps passe, les enfants grandissent, on vieillit et on commence à se sentir inutile. Cette crise n'est-elle pas aussi une crise parentale? Rally, je vous rassure, à 43 ans, vous êtes jeune, vous n'êtes pas vieux, on peut pas, voilà. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une crise parentale, la crise de milieu de vie? Pas forcément. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, est-ce que, ma question à moi, est-ce que c'est un ressenti parce que c'est réel ou bien c'est une supposition? Pour lui, il se pose la question, c'est une supposition, est-ce que c'est une crise parentale? Vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire que ses enfants grandissent et ça le renvoie à son image aussi, aux années qu'il prend. Oui, ça peut être ça, c'est-à-dire que ça renvoie au passé. Voilà, justement, c'est par rapport à notre mission de vie. C'est ça. Quand les enfants étaient petits, étaient à la maison, on a tout fait pour les élever, les voir grandir et tout ça. Maintenant qu'on est en milieu de vie et qu'ils ont grandi, les enfants, il y a quelque chose qui nous échappe. Voilà. C'est ça. Absolument. Alors, une autre jeune femme, Rania, 32 ans, je n'ai pas encore 40 ans et je fais déjà une crise existentielle. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour remettre sa vie en question. Oui, parce que la crise dont on parle, comme j'ai dit, elle peut arriver à n'importe quel moment. Elle peut être précoce? Oui, tout à fait. Peut-être qu'elle est en train de la faire, Rania. Aussitôt 32 ans? Oui, tout à fait. Mais en même temps, culturellement, nous n'avons pas l'habitude de nous remettre en question. Et donc, lorsqu'une personne se pose des questions par rapport à elle-même et par rapport à sa vie, elle a l'impression que c'est négatif. Or, c'est bien de se poser des questions. Oui. C'est bien de se remettre en question aussi. Oui, de se remettre en question. Oui, quand on n'est pas en crise, quoi. Quand on n'a pas mal. Voilà. Et on a mal, justement, suite à un décès, par exemple. Absolument. Suite à un licenciement, c'est automatique. Suite à une maladie, à la routine, tout simplement, qui s'installe. Donc, la remise en question, elle est bénéfique, oui, mais le résultat qui en découle, il est négatif. D'où la crise. Et pour sortir la tête de la crise? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire prendre conscience que c'est juste passager et
cesser de renoncer, enfin renoncer au passé pour pouvoir avancer. Mais s'il y a quelque chose vraiment qui tient à cœur, ce qu'on appelle aujourd'hui aussi la grande tendance du dépassement de soi. Souvent, cette histoire de dépassement de soi vient en réponse à une crise de milieu de vie. Quarantaine, cinquantaine, début soixantaine, fin trentaine, voilà, vous avez beaucoup de gens qui se mettent à faire des sports extrêmes, à courir des marathons. D'ailleurs, on a une émission prochainement autour de ça, parce que c'est ce besoin de se dépasser. Ce besoin d'être regardé, c'est-à-dire ce qui importe. Et de faire quelque chose de nouveau aussi. Pour que l'autre regarde et pour que l'autre soit fier de mes exploits. Quand je fais ça, je ne peux pas me recentrer sur moi. C'est-à-dire que je suis préoccupée par ce que pense l'autre. Et je fais tout pour que l'autre soit satisfait de ce que je fais. C'est ça. Donc, c'est ce qui résulte de cette crise. Voilà. Mais en même temps, Fatoumata, rapidement, parce que je sais que le temps nous est compté. Alors, crise, oui, c'est un passage normal. Se poser des questions, c'est bien. Ne pas se précipiter, c'est très bien aussi. Mais aussi prendre des décisions, c'est une bonne chose. Trouver de nouvelles échappatoires, trouver de nouveaux challenges, c'est aussi une bonne chose. On ne peut pas dire aux gens, écoutez, vous allez vivre une crise, vous allez passer par un tunnel, mais après, vous allez ressortir et être exactement les mêmes qu'avant d'être rentré sous le tunnel. On ressort différent quand même. Ben, c'est ce qu'il faut. Ça. Normalement, c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire rester positif et voir les choses positivement. Changer de lunettes, porter des lunettes roses et se dire, j'ai encore le temps. Rose. Comme ta chemise. Comme ma chemise, absolument. Et se dire que j'ai encore le temps, je peux encore faire des choses, je peux réaliser des choses, je peux atteindre des objectifs, que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, absolument, absolument. Merci beaucoup, Fatem Zahra Al-Fethi. En tout cas, c'est un sujet qui est passionnant. Je trouve qu'il y a énormément de choses à dire. On reviendra au fur et à mesure autour de cette thématique parce que bon, on ne peut pas tout donner aujourd'hui et voilà. Il y a plein d'autres sujets qui arrivent et surtout pour les parents qui galèrent. Là, c'est dimanche matin. Et pour ceux qui ont passé une mauvaise nuit avec les petits parce qu'ils ont eu du mal à les coucher, ils ont eu du mal à se reposer le soir, eh bien, on a pensé à vous et Sabrine Gdira est avec nous. On vous retrouve tout de suite, Sabrine. En tout cas, on ne vous promet pas de recette miracle, mais on vous promet surtout de faire de notre mieux pour gérer l'enfer des dodos. C'est avec vous, Sabrine Gdira, spécialiste de la petite enfance. J'imagine que c'est une préoccupation récurrente de la part des parents. Chacun a sa petite solution pour s'en sortir. Et justement, on est allé voir comment on s'en sortait un petit peu différentes personnes que nous avons pu rencontrer à travers ces micro-trottoirs. On regarde. C'est une grosse galère, il faut les accompagner, il faut raconter des histoires. C'est très simple, bon, il faudrait l'écouter, essayer de s'amuser avec, d'accord, essayer de l'écouter, bon, essayer de raconter des histoires et s'intégrer avec, et je suis sûr qu'il va dormir. Si on est agité, donc il ne va pas dormir, ça c'est sûr. Un de mes fils dort très rapidement, mais l'autre a des difficultés, il a 8 ans, il commence à avoir peur la nuit. Donc je dois rester avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Mais apparemment, c'est le cas de tous les enfants de son âge. Au départ, c'était difficile, mais en ce moment, il s'habitue. Je lui dis que moi aussi, quand j'étais petite, j'avais peur comme lui, que c'est tout à fait normal. Je lui donne de l'importance, quoi. Mais si je le réprimande pour ça, parce que je suis fatiguée, que j'ai envie d'aller faire autre chose, non, je lui donne le temps. Et en fait, apparemment, chacun sa petite recette. Hein. Il n'y a pas de solution miracle. Mais bon, c'est pas facile. Hein. Alors, déjà, chaque enfant est différent, chaque parent est différent, chaque foyer est différent. Donc, on a tous des horaires, des routines différentes. Comme disait Freud, être ou devenir parent, c'est le métier le plus difficile du monde. Quand ils arrivent, ils ne sont pas livrés avec le mode d'emploi. Il n'y a pas de recette magique, comme ce qu'on disait. Sinon, je pense que ça se saurait depuis longtemps. Le dodo, effectivement, c'est dans le top 3 des galères des parents. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il faut arrêter de penser qu'on est les seuls à éprouver beaucoup de difficultés pendant ce moment-là. Il y a certaines choses qui facilitent l'endormissement. Il y a plusieurs trucs et astuces qu'on peut donner aujourd'hui aux parents, tout en sachant qu'effectivement, il y a peut-être certaines choses qui vont plus marcher sur certains enfants, d'autres choses sur d'autres enfants, etc. Alors, on ne va pas trop se poser la question pourquoi
On va directement sur les solutions parce que Ouais. je crois que c'est ce qui intéresse En fait, le plus. clairement, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le syndrome du rappel. Ça veut dire qu'il y a toujours le dernier pipi, la dernière histoire, le dernier câlin. Et en fait, on manque de fermeté souvent parce que on cède à la première requête, puis à la deuxième. Donc, la réponse, la solution, on va dire, à cette problématique-là, c'est la routine. Instaurer une routine qui va durer entre 15 et 20 minutes, qui ne doit pas excéder 30 minutes. L'enfant ne doit pas sentir qu'on a vite besoin d'expédier, qu'il s'endorme rapidement. Il faut que cette routine, elle ait un début, elle ait une fin, elle ait un horaire, c'est-à-dire que l'enfant doit pouvoir anticiper ce qui va se passer parce que plus l'enfant va être dans un cadre sécurisant, rassurant, mieux il va s'endormir plus tôt. Donc cette routine-là, elle est très importante. Elle se passe en général dans la chambre. Elle va commencer plus tôt. Donc on va aller se laver les dents, on va faire le dernier pipi. Ensuite, chaque famille va instaurer cette routine. Ce qu'on conseille aussi aux familles, c'est de faire un planning de la routine du dodo en image. Donc on va mettre en image avec l'enfant. On va lui expliquer ce que tous les soirs il va faire. Okay. On va essayer d'avoir un horaire qui est plus ou moins... Oui, bien sûr. Personnellement. Et il y a un retour sur investissement qui paye en plus. Donc voilà, tout ça, l'enfant va savoir ce qu'il attend, on va lire l'histoire. On ne va pas commencer à faire des choses pour essayer de le fatiguer, parce que tout ce qui est bagarre, bataille de polochon, chatouille... Ça les surexcite pour rien. Ça va les surexciter au lieu de les épuiser, contrairement à ce qu'on peut penser. La chambre doit être aussi un havre de paix, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller punir l'enfant pendant la journée dans la chambre, parce qu'elle doit être synonyme de tranquillité, d'apaisement. On va peut-être aussi installer un coin de lecture dans la chambre pour vraiment faire le parallèle avec la sérénité de ce lieu. Il faut qu'elle soit au goût de l'enfant, c'est-à-dire qu'on investit... Absolument, pardon de vous interrompre, mais ça c'est pour, on va dire, des enfants qui sont capables d'échanger, de communiquer, mais le bébé c'est différent? Alors, le bébé c'est toute une autre thématique, parce que déjà, voilà, les premiers mois, certains préconisent qu'ils dorment avec les parents, d'autres non, d'autres... Enfin, il y a vraiment plusieurs écoles. Donc, on ne peut pas donner les mêmes... À part pour l'histoire du rituel. Non, le rituel, il est présent dès tout petit et il va commencer à prendre toute son importance vers 2-3 ans. Mais avant, plus on l'instaure tôt, le rituel, il va être différent évidemment d'un nourrisson à un enfant de 3 ans. Mais la technique du rituel est vraiment très importante parce que voilà, l'enfant, on a l'impression que si on va brimer l'enfant si on lui impose des limites, un cadre, alors que c'est tout le contraire, c'est ce qui va vraiment le sécuriser. Et un enfant apaisé, c'est un enfant qui va s'endormir facilement et qui va bien dormir. Et si malgré tout, il rappelle, on a tout mis en place, le rituel, les derniers tout, dernier bisou, dernier câlin, dernier pipi, dernier tout, et une fois installé dans son lit, il rappelle. Alors ça, c'est une préparation qui se fait en amont, c'est-à-dire que pendant la journée, on va lui expliquer, pas tous les jours, mais c'est-à-dire le jour où on va mettre en place ce rituel, on va lui expliquer que ce soir, et désormais tous les soirs qui vont arriver, on va faire ça, on va faire une histoire, on va chanter, on va se raconter nos journées, on va faire des câlins, on va faire ça, ça et ça. Une fois que je vais te dire bonne nuit, je ne reviendrai plus. Donc l'enfant, effectivement, il va essayer de tester les premières fois, il va crier, il va appeler, il va voir que ça ne marche pas une fois, 2 fois. Est-ce qu'il faut aller le voir ou pas du tout? Ça dépend. Si on trouve que les cris sont inquiétants, évidemment, on ne va pas le laisser en panique totale dans sa chambre, mais un parent sait reconnaître, même s'il ne veut pas se l'avouer, un caprice ou non de la part de son enfant. Absolument. Ensuite, il faut essayer de le mettre au lit éveillé. C'est-à-dire que s'il s'endort, ce qui est très, très, très mauvais, dans un autre lieu que sa chambre, c'est-à-dire dans le salon, dans le lit des parents, etc., déjà, c'est quelque chose qu'il faut bannir. Mais si par hasard ça arriverait, il faut le réveiller et qu'il soit conscient qu'on le mette dans son lit et qu'il soit conscient du fait qu'il s'endorme, parce que de cette manière, si jamais il se réveille pendant la nuit, il va être capable de se rendormir tout seul. Okay. Tandis que si on le met dans son lit alors qu'il dort, quand il va se réveiller, il peut avoir une crise de panique, il peut être complètement, ne plus savoir où il est, comme ce qui peut nous arriver à nous, adultes. Et si jamais il n'a pas cette capacité à s'endormir seul, il va nous réveiller et on tombe dans d'autres problèmes. Donc voilà, l'idée de le coucher en étant éveillé, c'est très important. Même si beaucoup de parents aimeraient ne pas le faire, justement, ne pas réveiller un enfant qui dort. C'est exactement ce qu'on disait au début, c'est un investissement, mais après, c'est-à-dire on ne peut pas avoir les choses sans travailler. C'est comme tout dans la vie.
plus on va essayer de mettre en place tous ces rituels, toutes ces bonnes routines, on va dire, avec un enfant, plus après on va être récompensé. On ne peut pas espérer que l'heure du dodo, comme l'heure du déjeuner ou n'importe quel moment de la journée avec un enfant se passe bien si on ne met pas les efforts nécessaires pour que ce moment se passe bien. Donc il y a plusieurs astuces aussi pour les parents qui ont plusieurs enfants, de pas le même âge, d'âge différents. On peut coucher le premier, comme ça on passe vraiment un bon moment avec lui. Le premier, c'est le plus petit? Voilà, le plus petit. Et quand je parle de bon moment, ce n'est pas forcément un moment long, mais c'est un moment de qualité. C'est-à-dire qu'en étant parent, il faut vraiment favoriser la qualité plutôt que la quantité. Un gros câlin, un gros bisou, une belle histoire. Même un échange, on demande ce qu'il a fait pendant la journée, on raconte soi-même sa journée. On peut même lui expliquer ce qui va se passer le lendemain, parce que, encore une fois, c'est dans le même cadre que le cadre rassurant. Donc voilà, on va passer du temps avec lui de qualité, on va ensuite coucher le deuxième, le troisième. C'est-à-dire qu'un enfant qui est rassasié, qui n'a pas besoin qui sent qu'il a eu l'attention. Tout le monde au lit. Voilà, non. C'est pas ça. Il faut pas bâcler ce moment. On prend 10 minutes. À partir de quel âge on peut bâcler ce moment? À partir de quel âge nos enfants n'ont plus besoin de nous pour les mettre au lit? Franchement, c'est à l'appréciation de chaque famille, de chaque parent. Il y a des enfants, dès lors qu'ils rentrent en CP, CE1, qui savent un peu, par exemple, lire, ils vont prendre du plaisir à prendre un petit livre, regarder des images, s'endormir comme ça. Il y a d'autres enfants qui vont avoir besoin qu'on leur parle juste avant de s'endormir, ça va les rassurer. Vraiment, c'est propre à chaque enfant. Il faut apprendre, en fait, à connaître son enfant. C'est ça. Il n'y a pas de... Mais si je vous ai posé la question comme ça, c'est parce qu'on pense dans l'émission aux enfants, à leur bien-être, bien sûr, mais aussi au bien-être des parents. Parce que c'est du boulot. Et en fait, la journée n'est pas souvent facile. Ouais. Et donc, le soir, on a juste envie de respirer. Et c'est légitime. C'est légitime. Et encore une fois, c'est une question de priorité. C'est-à-dire que... on se donne à fond dans notre travail tous les jours pour de tierces personnes. On peut bien faire l'effort en rentrant le soir de prendre un quart d'heure pour ses enfants qu'on a voulu, qu'on a fait et dont on est responsable. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, on se donne pour nous, pour autrui. On peut quand même donner ces petites minutes, on ne parle pas d'heures, ces petits moments à notre progéniture. Et tout le monde tirera un bénéfice de cette situation. C'est-à-dire que s'il dort bien, on dormira bien. Absolument. En tant qu'adulte, on a besoin de sommeil. Sinon, on devient irritable. Le manque de sommeil a beaucoup de conséquences vraiment négatives. On pose la question au jeune papa que vous êtes, le docteur Youssef Benjeloun. Cette histoire de routine, rituel, sommeil, vous contribuez? Vous mettez la main à la pâte? Oui. Honnêtement? Honnêtement, on a demandé à madame, on va regarder le rôle. Oui, on se partage un peu ces tâches, bien sûr, avec mon épouse, mais c'est sûr que quand on en a 2, 3, il faut éviter, comme vous avez dit, si bien dit maintenant, de les mettre tous. Ils ont rarement le même âge, sauf si on a des jumeaux ou des triplés. Exactement. Mais donner à chacun un peu son temps et puis les faire amener... Mais honnêtement, est-ce que c'est évident après une journée de boulot, chaque fois que vous rentrez le soir, parce que honnêtement, on a la tête disponible à 100%. Allez, super, c'est l'heure du dodo, on va s'amuser. Je ne sais pas. Honnêtement, écoutez, on ne fait pas de beaux discours aux téléspectateurs, on est honnête avec eux. Sabrina a si bien dit, on donne beaucoup de notre temps pendant toute la journée à des tierces personnes. Et à partir du moment qu'ils sont encore réveillés, les enfants, au moment où on rentre, oui, on est là pour eux. Et ça fait partie, le dodo, souvent, il ne reste plus beaucoup de temps pour qu'ils aillent dormir. Donc oui, c'est peut-être l'un des moments qui nous reste à passer avec eux. Les enfants. Les téléspectateurs vont se dire c'est quand même une mère indigne, elle pense plus aux adultes qu'aux enfants. Non, c'est la réalité. C'est la réalité. Ce que vous dites, c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire qu'on se sent vide d'énergie en rentrant. Fatem Zahra, ça vous parle tout ça? Ben oui. C'est vrai que les miens ont grandi. Mais vous êtes passé par là. Oui, absolument. Et puis, je pense que c'était nécessaire, aussi bien pour eux que pour moi. C'est-à-dire que ça me permettait de le retrouver un petit moment. Quand vous avez dit de se raconter des choses, de raconter ma journée, qu'ils me racontent la leur. Et donc, ce n'était pas évident, effectivement, mais je l'ai fait. Et c'est devenu une habitude, quoi. Même maintenant grand.
Non, maintenant c'est autre chose. Non, c'est-à-dire que je peux retrouver le tout petit. Oui, on a gardé ce contact, mais pas avec les grands. Pas avec les grands. Les plus âgés. Les plus âgés, absolument. Ouais. Ils sont âgés. Ouais. Parfait. Alors, on va marquer une courte pause et on revient pour les questions des téléspectateurs sur Médien TV dans On se dit tout. Et ça se passe sur Médien TV dans On se dit tout. On continue notre émission avec vous. Je suis avec différents spécialistes. Fatem Zahra Al-Fathi, coach. Nous avons parlé de la crise de milieu de vie et finalement, avec vous, on a compris que ça peut être une bonne chose. Pourquoi pas? Au contraire, une bonne remise en question, la possibilité d'avancer. Un départ meilleur. Absolument. Docteur Youssouf Benjeloun, dans un petit moment, on va parler avec vous des fibromes utérins, on opère ou pas. C'est la question que beaucoup de femmes se posent. Et avec vous, Sabrine Gdira, tout de suite, eh bien, l'enfer des dodos. Finalement, ce qui peut être considéré comme un enfer, c'est finalement juste une réadaptation à faire. Ça. On va parler aussi de thérapie par le rire avec Nabil qui va la tester pour nous dans quelques instants. Donc, on revient à vous, Sabrine, pour les questions des téléspectateurs. J'y arrive. Nous avons une jeune femme, Amina, 34 ans, qui dit: faut-il supprimer les siestes pendant la journée pour aider bébé à dormir le soir? Alors, non, clairement non. Après, ça dépend des âges. Mais un enfant, s'il dort, c'est qu'il est fatigué. Et pendant le sommeil, c'est là où il va sécréter l'hormone de croissance, ses anticorps, où il va apprendre les phases d'apprentissage de tout ce qu'il a vu pendant la journée. C'est-à-dire que si un enfant dort, c'est qu'il est épuisé, c'est qu'il est fatigué. Et en aucun cas, on supprime le sommeil. Voilà, mais parce que vous avez des enfants, par exemple, qui vont dormir l'après-midi, se réveiller et décaler complètement l'heure du coucher. Oui, voilà. Donc, dans ces cas-là, on fait à l'envers, on les couche plus tôt, on les réveille plus tôt. Mais on garde la sieste. Mais si la sieste survient plus tôt, on laisse la sieste. Ensuite, après, ça dépend de s'il est scolarisé, parce qu'à partir de la moyenne section, c'est obligatoire d'aller le matin et l'après-midi, alors qu'en petite section et avant, on peut aller que les matinées. Donc, ça dépend aussi de son âge. Mais si un enfant dort, sent il faut le laisser qu'il dormir. Est fatigué, qu'il est épuisé, on ne va pas aller le réveiller pour aller... Pour mieux dormir le soir. Non. Parfait. Alors, une autre question. Ces derniers temps, mon fils ne dort plus, je ne supporte plus ses cris. Y a-t-il des produits que l'on peut utiliser sans danger pour sa santé? C'est un jeune homme de 25 ans qui pose la question. Alors honnêtement, je pense qu'il doit y avoir peut-être des épices ou des choses un peu naturelles. Je ne connais pas exactement ce sujet. Donc, je préfère laisser ça aux spécialistes parce que chacun son métier, chacun sa spécialité. Et les bébés, leur santé, est-ce qu'on peut leur donner ou pas, c'est vraiment quelque chose de très particulier. On ne peut pas s'amuser à tester sur un enfant. Donc, il faut vraiment s'adresser. Les spécialistes sont là et j'invite tous les parents qui se posent ce genre de questions à aller consulter. Voilà, les consulter et demander. Essayez de voir quand c'est vraiment compliqué, de creuser un peu plus, voir s'il n'y a pas un trouble du sommeil aussi, parce que ça peut arriver. Tout à fait. Merci beaucoup, Sabrine Gdira. Merci énormément. Vous êtes spécialiste de la petite enfance et avec vous, ces histoires de dodo. Finalement, lorsqu'on organise bien, c'est un bon moment d'échange, de partage. C'est un moment privilégié. C'est comme le bain ou le moment de manger. C'est à nous de rendre ces moments-là agréables. Alors, la thérapie par le rire, apparemment, ça prend toute sa place de plus en plus. Ça aide beaucoup dans différentes situations. Nous avons un cobaye, pardon Nabil, qui a voulu et qui a accepté de tester la thérapie par le rire. Nabil, on vous regarde tout de suite, on a testé pour vous. Salut Yasmine et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Nous avons testé pour vous. Ce n'est un secret pour personne, rire est bon pour le bien-être physique et mental. Lorsque nous sommes enfants, nous rions spontanément jusqu'à 300 fois par jour. Nous rions même avant de savoir parler. Mais avec le temps, nous rions de moins en moins. Mais comment faire lorsque nous n'arrivons pas à lâcher prise? C'est pour ça que nous allons découvrir ensemble la thérapie du rire. Franchement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je ne sais pas si on va me chatouiller, me faire des guillis. En tout cas, nous allons rejoindre Madame Roni Hayash pour une séance de franche rigolade. Bonjour. Bonjour. La thérapie du rire, c'est pas commun. Comment vous en êtes arrivé à animer ce type de séance? Dans un groupe de formation pour adultes, j'avais senti qu'il y avait des personnes qui étaient très crispées. Et puis j'ai eu l'idée de dégivrer un petit peu la glace entre eux en utilisant cette méthode de rire. Et quel impact a le rire sur notre santé? Le rire a énormément d'impact positif sur notre santé. Il permet de libérer des endorphines, parmi lesquelles on peut citer la dopamine et la sérotonine, qui sont des hormones du bien-être.
Et particulièrement le rire, par son mouvement de respiration saccadé, permet un massage des organes internes, développement du diaphragme, et il y a un apport d'oxygène amplifié au niveau du cerveau et au niveau de tous les autres organes. Donc on ne peut que se sentir mieux en ayant ri. Et comment se déroule une séance type? Eh bien, on ne peut pas la raconter, il faut la vivre. D'accord, je vais appeler Sheima qui va nous rejoindre. On inspire profondément. On expire, on relâche. Maintenant, on va faire des inspirations profondes et des expirations profondes en faisant le son qui est caractéristique du yoga du rire. Vous pouvez rire maintenant ici. بدك تحكي. On respire. Je vous remercie. Qu'est-ce que je peux vous dire si ce n'est que je me sens vraiment bien après cette séance? Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nous avons testé pour vous. Mais d'ici là, riez. Riez de vous, riez de tout et surtout, riez ensemble. Car plus on est de fous, plus on rit. N'est-ce pas, Yasmine? Absolument. En tout cas, ici, tu nous as bien fait rire, Nabil. Merci beaucoup. Mais ce qui était impressionnant, c'est que tous, très vite, ils ont commencé à rire aux larmes. Ça vous dirait ce type de thérapie, Fatoum Zahra? Oui, pourquoi pas. Ça permet de se lâcher, de rire de soi, de rire de l'autre. C'était comment? C'était bizarre, quoi. C'est vrai? Voilà. Ouais. Donc, pourquoi pas? On teste ici? Oui, si tu veux. Allez, chiche, tu commences. Bon, allez, on va parler de santé tout de suite. On va parler, et bon, c'est vrai que c'est pas facile de faire une transition. Après la thérapie par le rire, on va parler de fibrome utérin, on opère ou pas. C'est notre rendez-vous santé tout de suite. Docteur Youssef Benjeloun, merci beaucoup d'être là. Vous êtes gynécologue, c'est un plaisir de vous avoir. Alors, les fibromes, on opère ou pas, c'est souvent une question que se posent beaucoup de femmes et qui est récurrente. Et j'imagine qu'on vous la pose énormément en cabinet. Maintenant, avant de répondre à la question, une explication s'impose. D'abord, différence entre fibrome et kyste. Et pour cela, on regarde un reportage. Les fibromes utérins sont des tumeurs bénignes qui surviennent chez les femmes en âge de procréer. Généralement, ils se manifestent après 35 ans. Les fibromes utérins se développent au niveau du muscle utérin, donc c'est une prolifération de cellules musculaires au niveau de l'utérus. Par contre, les kystes ovariens, ils se développent au niveau de l'ovaire et ils sont de consistance liquidienne, contrairement aux fibromes qui sont tissulaires. Pour diagnostiquer un fibrome, on a recours généralement à l'échographie pelvienne. Dans quelques cas, en fonction de la localisation du fibrome, s'il se localise au niveau de la cavité utérine, c'est l'hystéroscopie. Et dans d'autres cas, en fonction du nombre des fibromes dans l'utérus, on peut avoir recours à l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. Parmi les signes qui pourraient pousser les femmes à consulter en cas de fibrome, donc ce sont des troubles du cycle, des règles qui surviennent en dehors de la période du cycle ou qui sont plus abondantes que d'habitude. Si les hémorragies sont très importantes, les femmes peuvent avoir une anémie et c'est généralement un motif très fréquent de consultation. Les douleurs au niveau du bas-ventre sont aussi un signe très important. Des fois, c'est aussi un gonflement du ventre. Le fibrome utérin est une tumeur bénigne qui ne cancérise jamais et qui peut même régresser à la ménopause. Ceci dit, je vous conseille, mesdames, en cas de signe d'appel, de consulter votre gynécologue. Eh bien, justement, c'est ce que nous allons essayer de voir avec vous, docteur Youssef Benjeloun. À l'instant, on entendait cet âge de 35 ans avec une prolifération de kystes utérins à ce moment-là. Est-ce que ça ne correspond pas également? Est-ce que ce n'est pas finalement le signe du vieillissement de la paroi utérine? On sait que, bon, qu'on le veuille ou pas, bon, 35 ans c'est très jeune, mais le corps est ce qu'il est. Et donc,
À partir d'un certain âge, l'utérus commence à vieillir et c'est son signe de vieillissement. Exactement. Donc d'ailleurs, si on parle de fréquence, à partir de l'âge de 35 ans, si on fait une échographie à, disons, une dizaine de femmes, on va trouver que 7 d'entre elles peut-être portent le fibrome. Donc c'est aux alentours de 70%, ce qui est une fréquence assez importante. Et c'est pour ça qu'on ne traite pas tous les fibromes. On ne traite que les fibromes qui font parler d'eux. Avec les symptômes que nous venons... Exactement. Alors, il faut comprendre l'étiologie de ces fibromes. Pourquoi est-ce que ces femmes ont plutôt ces fibromes et d'autres ne l'ont pas au même âge? C'est parce qu'il y a une prédisposition génétique à la base, donc on ne comprend pas encore très bien, et qui fait que le muscle, en fait, le muscle utérin est plus sensible aux hormones que chez certaines femmes que chez d'autres. Et donc, cette composante hormonale va faire que ce muscle, qui est en fait le seul muscle du corps humain, qui est aussi sensible aux hormones, va être soumis chez la femme depuis donc, sa plus jeune puberté, enfin l'âge de puberté, à cette pression hormonale, et surtout si elle est importante ou s'il y a des troubles hormonaux qui n'ont pas été détectés dès la jeune enfance et que cette pression va continuer au bout d'un certain temps, à partir de 30-35 ans, il y a apparition de ces fibromes. Et inutile de dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'hormones ou de troubles hormonaux, c'est aussi lié à l'environnement, à l'alimentation qui est maintenant de plus en plus industrielle et avec beaucoup de perturbateurs endocriniens, etc. Des fibromes ? Effectivement, si on ne fait pas attention, si on a une alimentation qui est trop axée sur des viandes d'élevage, etc., où on sait qu'on utilise pas mal d'hormones, des produits d'origine animale en particulier, etc., ça peut aussi influer. Il y a le stress aussi qui, par certains mécanismes, va faire en sorte qu'il y ait plus d'hormones qui circulent dans le corps. Et aussi l'activité physique qui est souvent qui n'est pas présente, régulière. Mais dans ce cas-là, docteur, pardon, est-ce qu'aux alentours de 35 ans, une femme devrait aller, toutes les femmes devraient faire des échographies de contrôle pour voir s'il y a des fibromes ou pas? Est-ce qu'on va chercher un fibrome? C'est nécessaire ou pas? Disons que ça se passe autrement. C'est que souvent la femme vient pour autre chose et on découvre à côté qu'il y a un fibrome. Donc elle s'en doutait même pas. Souvent, comme le médecin dans le reportage l'a dit, c'est des saignements qui sont un peu plus abondants, mais dont les femmes ne s'en soucient pas. Elles pensent que c'est un saignement qui est relativement... Elles n'arrivent pas à vraiment objectiver cette abondance. Et un peu, c'est notre rôle, nous, une fois que la femme arrive, qu'on fasse le point un peu sur ça, même si elle vient pour autre chose, qu'on découvre par exemple un fibrome ou un utérus. Des fois, c'est même pas un fibrome, c'est un utérus qui, le muscle en fait, qui a vieilli, mais d'une manière différente, parce que le fibrome, c'est une formation, une boule au niveau du muscle, donc qui est bien délimitée, et d'autres fois, c'est quelque chose qui est apparenté au fibrome, mais c'est cet aspect un peu fibreux qui est diffus au niveau de tout l'utérus. C'est ce qu'on appelle l'adénomyose, qui est un peu équivalent et qui arrive un peu au même âge, autour de 35-40 ans. Et le résultat est un petit peu le même, c'est qu'il y a des saignements qui sont plus abondants, des règles plus abondantes, une anémie qui s'installe. Et c'est ça qui amène la patiente chez vous? Et c'est ce qui amène la patiente chez Alors, nous. la question que l'on vous pose, que l'on est supposé vous poser, c'est est-ce qu'on opère ou pas des fibromes? Est-ce qu'on les enlève? Alors, d'abord, on ne les traite que lorsqu'ils font parler d'eux, c'est-à-dire soit c'est une hémorragie, soit c'est des douleurs, soit c'est d'une compression quand ils sont volumineux, soit c'est une infertilité. Donc, et là, la manière de les traiter va dépendre en fait, soit on désire ce qui est un désir de grossesse ou pas, et puis aussi de l'âge. Si on est jeune ou plutôt vers la trentaine ou plutôt vers 40-45 ans. Alors si on est par exemple autour de la 40-45 ans, donc en périménopause, on va peut-être juste proposer un traitement médical, donc de façon à ce que faire patienter cette patiente jusqu'au moment où la ménopause se déclare et qu'il n'y ait plus de règles. Et là, les fibromes vont régresser. D'accord, ça régresse avec la ménopause. Voilà, ça régresse. D'autres fois, si vraiment il y a
une gêne, des douleurs, une hémorragie et qu'il n'y a pas de désir de grossesse, on peut proposer une embolisation, c'est-à-dire qu'on va s'introduire par des veines qui sont périphériques et arriver jusqu'au niveau des micro-vaisseaux qui vont irriguer. Et on va les boucher pour que ces fibromes ne soient plus irrigués et régressent. C'est une solution qui est aujourd'hui séduisante, mais pour des femmes qui ne désirent plus de grossesse. D'accord. Maintenant, pourquoi? Parce que ça peut rendre infertile? Effectivement, parce que ça va un petit peu boucher les vaisseaux qui irriguent certaines parties de l'utérus. Et donc, dont le fibrome. Oui, voilà. Absolument. Donc l'utérus. Et pour les femmes qui arrivent justement pour une difficulté à tomber enceinte, et finalement vous découvrez qu'il y a un fibrome, qu'est-ce que vous faites? D'accord. Alors, de plus en plus, les dernières études montrent qu'il y a deux catégories de femmes. Alors, il y a certaines femmes qui n'arrivent pas du tout à tomber enceinte. Et peut-être à côté de ça, elles ont une hémorragie, ils ont une anémie, et on découvre des fibromes qu'on appelle type 0, 1 ou 2. En gros, c'est des fibromes qui sont à l'intérieur de la cavité, dont une partie ou la totalité à l'intérieur de la cavité. Et c'est des fibromes qui sont connus d'abord par faire saigner beaucoup, et puis ensuite, l'embryon il n'a pas sa place, parce qu'elle est prise par le fibrome. Donc là, on ne discute pas. Parce qu'il y a hémorragie, parce qu'il y a un désir de grossesse, qu'il y a une absence de grossesse, on opère. Et en fonction du nombre, de la taille, c'est soit par hystéroscopie par en bas ou par en haut. Et il n'y a pas d'effet secondaire? Ensuite, c'est fertilité assurée? Ensuite, non, il faut qu'il y ait, bien sûr, une fois qu'on intervient, par exemple, par hystéroscopie, qu'on enlève ces fibromes, il faut recontrôler 1 à 2 mois après, voir qu'il n'y a pas d'accolement, etc. Et puis aussi, quand on aborde un utérus, quelle que soit la voie, pour enlever ces fibromes chirurgicalement, il faut prendre la patiente en globalité, avec son environnement et tout, lui expliquer pourquoi elle a eu ça, et peut-être lui donner des conseils par rapport à son hygiène de vie, etc., pour qu'elle pour qu'il n'y ait pas de récidive, non? Voilà, pour qu'il n'y ait pas de récidive, pour qu'elle un petit peu diminue la pression hormonale qu'elle a par rapport à son utérus et éviter les récidives. Ensuite, pardon de vous interrompre, est-ce que ce n'est pas une porte d'entrée pour d'autres maladies plus lourdes, comme un cancer? Avoir un fibrome, sans que le fibrome ne se transforme en cancer, bon, ça peut être une question. Et l'autre question, c'est si on fait des fibromes, est-ce qu'on risque de faire un cancer de l'utérus ou de l'endomètre C'est très très rare qu'un fibrome se transforme en cancer, c'est quasiment. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit, qu'il y avait cette composante hormonale qui explique un peu la survenue de ces fibromes. Cette composante hormonale, si elle n'est pas contrôlée, peut aussi influer sur le sein, peut aussi influer sur aussi, à côté des fibromes, sur la tunique interne de l'utérus. Donc c'est un peu la muqueuse qui va nider l'embryon. Là, il peut y avoir des polypes aussi. Et des polypes qui peuvent être bénins. Et parfois, quand il y a de l'obésité, de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie, il peut y avoir des polypes qui dégénèrent. En fait, ce n'est pas le fibrome, c'est la cause du fibrome qu'il faut connaître. Exactement. Et c'est souvent hormonal. C'est souvent hormonal. Et chez l'homme, c'est un peu le même phénomène qui a lieu au niveau de la prostate. Donc c'est pour ça que de plus en plus, on trouve des hommes à un âge assez jeune qui sont obligés de se faire traiter pour des prostates qui prennent du volume, qui deviennent nodulaires, etc. Donc je reviens pour l'indication opératoire. Aujourd'hui, pour les fibromes qui sont un peu loin de la cavité, qu'on appelle type 3, 4 et des fois même 5, quand ils sont volumineux, plus de 3-4 cm, on les incrimine dans des arrêts de grossesse. C'est des femmes en fait, qui arrivent à tomber enceintes, parce qu'à côté, peut-être le mari il a un spermogramme qui est très bien, il y a des facteurs qui sont bien pour qu'il y ait cette nidation, mais à un certain moment de la grossesse, assez tôt, dans les 2 premiers mois, 2-3 premiers mois, il y a un arrêt de grossesse parce que le flux sanguin est un petit peu détourné vers ces gros fibromes. Et donc, il y a un arrêt de grossesse. Vous le faites après un premier arrêt de grossesse, on contrôle s'il y a fibrome, et donc si c'est... Ah oui, c'est ça directement. Voilà, et surtout si l'âge est assez avancé, on ne va pas attendre. Dès qu'il y a un arrêt de grossesse à côté, 3-4 fibromes de 7-8 cm, même s'ils sont loin de la cavité, on y va, on les enlève. Alors, on va sur les questions des téléspectateurs ?
Bien sûr. Parfait. Téléspectatrice ici, justement, Malika, 45 ans, qui nous dit « Des tumeurs, c'est donc une maladie dangereuse ?» Les gens ont retenu tumeur, mais c'est une tumeur bénigne. Oui, alors disons, en communication médicale, il y a des termes qui font peur. C'est bien sûr tumeur. Enfin, on évite d'en parler. Il y a aussi kyste. Tout à l'heure, on parlait de kyste. Est-ce que c'est des formations qui dépendent de l'utérus ou d'autres choses? Ça fait peur quand on parle de kyste et tout de suite les femmes se disent on va se faire opérer. Exact. Non, kyste c'est relativement bénin, c'est quelque chose de bénin et qui est relativement limité à la glande qui est l'ovaire. On en a une de chaque côté, ils peuvent être unis ou bilatéraux, mais pour le fibrome, c'est une tumeur qui, on va parler, moi je préfère parler d'une prolifération musculaire et pas bénigne, de tumeur. Pas de tumeur. Parce que c'est une tumeur, c'est une connotation qui est négative et qui va tout de suite on pense à un cancer, etc. Exactement. Alors dernière question, y a-t-il un lien entre stérilité et fibrome utérin? Oui. Dans certains cas. Oui, quand ils sont localisés au niveau de la cavité, pas loin de la cavité, il y a une relation qui est directe et qui est aujourd'hui prouvée. Et donc, oui, il faut rester uniciste et dès qu'il y a une infertilité ou des fausses couches à répétition avec la présence de fibrome, il faut y aller, mais correctement. Correctement, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut y aller avec des techniques nouvelles, avec des énergies nouvelles. On est aujourd'hui à l'ère de la chirurgie et de l'endoscopie mini-invasif, c'est-à-dire il s'agit d'enlever ce fibrome avec le moins de dégâts possible autour. Pour préserver cette fertilité. Voilà, et permettre à cet utérus de récupérer, de retrouver une forme normale et sans accolement ni dégâts aux alentours. Parfait, docteur. Merci beaucoup. Donc, on opère ou pas, ça dépend de l'indication, en fait. Ça dépend de l'âge, ça dépend de si ça vient entraver une grossesse et si c'est incriminé dans une stérilité. Exactement. Voilà, pour répondre fibrome utérin, on opère ou pas, voilà la réponse. 2 points, c'est ça. Bien résumé, docteur? Oui, très bien. Super, parfait. Merci beaucoup, docteur Youssouf Benjelloun. Vous êtes gynécologue. Fatem Zahra Al-Fathi, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette histoire de crise de milieu de vie, une remise en question que vivent difficilement parfois certaines personnes. Et puis Sabrine dira, l'enfer du dodo, pas forcément un enfer. Ça peut au contraire, si on change, si on se repositionne par rapport à la question, si on change de pratique, si on met en place une routine, eh bien, ça peut devenir un moment agréable. Tout à fait. Merci beaucoup. L'histoire de la rigologie, la thérapie par le rire, je ne vous ai pas senti dedans à 100%. Je ne sais pas si c'est la méthode qui vous a un petit peu dérangé ou non? Pas de réaction? Non? Non, oui, ça nous a pas dérangé. Enfin, moi, ça m'a pas dérangé. Ça séduisant. Séduisant, oui, finalement. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un humoriste qui fait son show, je ne rate pas l'occasion. Ah ben super. Alors, je n'ai pas su capter votre énergie positive par rapport à cette question. Merci beaucoup à tous. Merci à toute l'équipe. Merci aux téléspectateurs. Et à très vite sur Médien TV et bien sûr aussi sur les ondes de la radio du Grand Maghreb tous les matins du lundi au jeudi avec Farhana. Au revoir.